Alors, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui se rapporte à la réalité virtuelle et aux jeux virtuels, d'accord, on va dire un aperçu de la réalité augmentée. D'accord. Donc, on a vu comment concevoir un environnement virtuel, qu'il soit jeu ou simulation sur un poste. On a vu comment le déployer sur un réseau. On a vu comment interagir avec. Donc là, on a fait le tour. Donc, on a balayé tout ce qui se rapporte à la réalité virtuelle. D'accord. Que ce soit simulation ou jeu virtuel. Maintenant, on va avoir un aperçu de ce que c'est que la réalité augmentée. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a une idée de ce que c'est que la réalité augmentée? Voilà, donc on fait, tel que dit votre camarade, c'est un mix, d'accord, entre la réalité, donc les éléments virtuels qui composent un environnement virtuel, dans la réalité virtuelle, et l'environnement réel, d'accord, que nous avons réellement, donc l'environnement palpable réel. Donc en mixant les deux, on a les objets virtuels qu'on va rajouter, d'accord, dans des environnements réels. L'environnement réel va être capté alors par des caméras. La réalité augmentée n'est pas aussi récente que ça parce qu'elle date des années 60. D'accord. On a eu les premiers systèmes basés sur ce genre de casque. D'accord. Donc on a on peut visualiser ici par exemple des molécules en 3 dimensions. D'accord, ils sont affichés sur les deux yeux. Après, maintenant, actuellement, on a des applications. On a vu, quand on avait vu les affichages semi-transparents, quand on avait vu les affichages semi-transparents, donc on avait vu un exemple qui est les pare-brises. Donc là, c'est un pare-brise d'un avion de chasse. D'accord, on avait vu des exemples de voitures. Ici, c'est un avion de chasse. Ça peut être aussi des applications guidées, d'accord.
Et là, c'est par exemple, c'est une application de maintenance. Quelqu'un qui tombe en panne et qui ne sait pas se débrouiller avec sa voiture en utilisant des dispositifs particuliers, il peut être guidé donc, par des objets virtuels. Donc là, on a les flèches qui sont virtuelles. On a une description des objets, d'accord, pour donc l'aider à réparer sa voiture ou à dépanner sa voiture. Après, dans les exemples de jeux, on a le Pokémon Go qui a fait un petit peu le buzz qui est un peu connu ces derniers temps, c'est Pokémon Go. Vous pouvez me citer des exemples de jeux de réalité augmentée hors que Pokémon Go? Des exemples? D'accord. Donc vous... Et le jeu consiste en quoi? D'accord, vous l'avez pas testé? D'accord. Donc voilà, on a au moins trois exemples de jeux de réalité virtuelle donnés de réalité augmentée donnés par vos camarades. D'accord. Donc maintenant, vous avez un petit peu une vue sur ce qui est un jeu en réalité augmentée. Alors maintenant, je vais vous montrer un type de réalité augmentée qui est particulier, qu'on appelle le storytelling. Laissez-moi seul avec lui. Je veux te demander conseil. On t'appelle le vieux sage, on t'écoute, on t'aime. Moi, on m'appelle le tyran. On me craint, on m'obéit. J'ai la puissance. Je suis le maître de la terre. Mais je voudrais encore plus de puissance. Que puis-je faire pour accroître ma puissance? Le vieux sage lui répondit. Regarde le ciel et compte les étoiles. Le tyran répliqua. Tu ne m'as pas bien compris. Je désire devenir encore plus fort, plus puissant. Que dois-je faire? Le vieux sage répéta. Regarde le ciel et compte les étoiles. Et il repartit seul dans la nuit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette réalité augmentée? Qu'est-ce que vous avez remarqué?
Regardez bien. Laissez-moi seul avec lui. Je veux te demander conseil. On t'appelle le vieux sage, on t'écoute, on t'aime. Moi, on m'appelle le tyran. Péta, regarde. Alors, pouvez-vous me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à cette application de réalité augmentée? Voilà, donc on a une partie de la scène. Donc la scène, d'accord, elle est physique, d'accord. C'est comme en fait les livres d'histoire en 3D, donc en 3D physique, hein, pas 3D virtuel. C'est que quand on ouvre le livre, quand on ouvre le livre, donc on a un petit peu les personnes, enfin le décor et tout qui est en, en papier, d'accord, en papier un petit peu cartonné. Et on le voit comme ça en 3D, d'accord. Donc on a la scène, d'accord, qui est en 3D physique, d'accord, en 3D réel. Ensuite on a, d'accord, ici, d'accord, la scène. Je sais pas si on peut revoir. J'avais peur que ça, ça me bouffe encore de. Donc la scène, bon là j'y arrive pas. Et donc la scène, ce qu'on a vu, c'est que la scène, elle est physique, d'accord. Donc on a le fauteuil et le décor, le reste du décor est physique. Maintenant les personnages,
les personnages sont virtuels. Donc les personnages sont virtuels. D'accord? Il y a quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Bravo, voilà. C'est qu'on peut interagir, exactement. Et donc, on peut interagir. Donc, vous voyez bien que le personnage, il avait son doigt. D'accord? Donc, c'est avec le doigt qu'il manipulait les objets. Donc, il dirigeait les personnages. D'accord? Et du coup, si on peut interagir, ça veut dire qu'on peut influer sur l'histoire. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle storytelling. Et donc, le personnage, les utilisateurs, d'accord? Et donc, l'utilisateur, d'accord? L'utilisateur peut influer sur le cours de l'histoire en interagissant avec les personnages. Et donc, quand il a dirigé, il donnait la possibilité à un personnage ou à l'autre de pouvoir parler, d'accord? Et donc définir le cours de l'histoire. Bien sûr, c'est de la programmation et donc il y a des nombres de possibilités qui finissent, d'accord? Mais après, il n'y en a pas une seule, mais on a plusieurs. Le cours de l'histoire, la fin de l'histoire ou la poursuite de l'histoire, il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs en fonction de l'interaction de l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le storytelling. D'accord? Donc, on a vu ici de la réalité augmentée en storytelling. Après, il y a plusieurs. D'accord? Il y a une application de réalité augmentée, elle est aussi classée, d'accord, de différentes façons. Qu'est-ce qu'on appelle les taxonomies? Les taxonomies, c'est comment, d'accord, classer cette application de réalité augmentée. Donc, nous allons voir deux principales, mais après, on va voir qu'il y en a plusieurs, d'accord? Si on parle d'une taxonomie fonctionnelle, ça veut dire qu'on va classer une application par rapport à la relation qu'il y a entre le réel et le virtuel. Maintenant, il y a une autre taxonomie qui est technique. D'accord? On va classer en fonction de la technologie utilisée.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit en fonctionnel, c'est la relation qu'il y a entre le réel et le virtuel. D'accord? Dans une fonctionnalité 0, on parle du niveau 0, il n'y a pas de relation entre réel et virtuel. Donc, on a une fenêtre, d'accord, ou un écran, d'accord. On a une partie de l'écran, on a l'information réelle, et l'autre, on a l'information virtuelle. Ça peut être, par exemple, une documentation. Donc, on a la scène réelle et on rajoute le texte qui n'est pas réel. Le texte est virtuel et rajouté, mais dans un cadre séparé. Ici, on est dans une fonctionnalité 0. On a dans la même fenêtre d'affichage du réel et du virtuel, mais ils sont séparés chacun dans un render à part. Et là, c'est une réalité augmentée de niveau 0. D'accord? Dans une fonctionnalité 1, la réalité virtuelle, donc les objets virtuels sont rajoutés sur le même, on va dire, le même render où il y a l'information réelle, d'accord, mais sans que ce soit incrusté. Donc, c'est juste rajouté sur, d'accord. C'est comme si on a une vidéo d'une scène et on rajoute une description sur la vidéo elle-même. Donc, ça, c'est une fonctionnalité 1. Dans la fonctionnalité 2, donc, là, on commence à incruster. Donc, l'information virtuelle, elle est incrustée dans l'environnement réel. Elle est rajoutée dans l'environnement réel et elle véhicule une information sémantique. D'accord? Donc, ça peut être des symboles, des légendes, des titres. D'accord? Et du coup, elle met en valeur les objets réels. Ça veut dire qu'elle va leur rajouter, d'accord, une information. Elle va leur rajouter quelque chose en plus. D'accord? Dans une fonctionnalité 3, d'accord, on a une association par superposition. Donc, on a une incrustation des objets virtuels sur les objets réels. Et ici, c'est une association en 3 dimensions. Ça veut dire qu'il y a l'intégration d'objets virtuels, dans le réel. Et on ne va pas voir de différence. On va les voir cohabiter. Et donc, ça va être comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans le storytelling. D'accord? Donc, c'est comme si que les objets, les personnages qu'on a rajoutés dans la scène réelle, c'est comme si qu'ils sont dans la scène réelle. Et donc, on a une gestion des occultations, on a une gestion de plusieurs paramètres qui fait que les objets, c'est comme si qu'ils font partie de la scène réelle. D'accord? Après, dans une fonctionnalité 4, d'accord, on rajoute un comportement réel, un comportement. C'est pas juste des objets qui sont rajoutés dans la scène, mais on a aussi le comportement. Le comportement, c'est quoi? Ça peut être un aspect physique. Physique, ça va être la masse, la gravité, l'élasticité. D'accord? Si c'est un objet déformable, on va voir qu'il se déforme. Si c'est un objet solide, on va voir qu'il est solide. D'accord? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de cette fonctionnalité physique dans l'exemple qu'on a vu? Donc, un élément que vous avez remarqué dans l'exemple qu'on a vu du storytelling. Donc, dans le niveau 3, c'était plus visuel. D'accord? Donc, c'était les occultations. Ça veut dire si un objet, l'objet virtuel, le virtuel que je vais rajouter dans la scène réelle, s'il va cacher un objet, donc ça, c'est les occultations. Donc, les requêtes d'occultation sont traitées. Maintenant, dans la fonctionnalité 4, c'est pas juste le visuel, mais aussi d'autres aspects, comme l'aspect physique, comme voilà. Donc, si on voit que quelque chose va tomber, donc c'est la gravité, Si c'est un objet qui est solide, on va voir que même si je le touche, il ne va pas se déformer. Par contre, si c'est un objet déformable, il va se déformer. Donnez-moi un exemple.
Regardez bien et dites-moi. Elle apparaît où la fonctionnalité 4? Laissez-moi seul avec lui. Je veux te demander conseil. On t'appelle le vieux sage, on t'écoute, on t'aime. Moi, on m'appelle le tyran. On me craint, on m'obéit. J'ai la puissance. Je suis le maître de la terre. Mais je voudrais encore plus de puissance. Que puis-je faire pour accroître ma puissance? Le vieux sage lui répondit. Regarde le ciel et compte les étoiles. Le tyran répliqua. Tu ne m'as pas bien compris. Je désire devenir encore plus fort, plus puissant. Que dois-je faire? Le vieux sage répéta. Regarde le ciel et compte les étoiles. Et il repartit seul dans la nuit. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué? مدام Rien? اسكو يقدر اي بلاصه يصور فيها ولا لازم بلاصه زوزوه لايك كيما كراسه Bravo, voilà. Donc en fait, quand il s'est assis sur la chaise, on voit qu'il n'est pas rentré à l'intérieur de la chaise. D'accord? Il s'est bien assis sur la chaise. Et donc là, on comprend que la chaise est un objet solide. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une information de fonctionnalité 4. Donc c'est l'information que la chaise est un objet solide. Que le sol est un objet solide. D'accord? Donc, quand il s'est assis, il n'est pas rentré dans la chaise. On n'a pas vu traverser la chaise. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Maintenant, la fonctionnalité 5, d'accord? C'est substituer le réel par le virtuel. Et ce qu'on appelle la réalité virtualisée. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va substituer du réel par le virtuel? Quand l'information réelle, on ne l'a pas. D'accord? On n'a pas l'information réelle. Donc, nous allons remplacer. Substituer, donc c'est remplacer. Remplacer l'information réelle qui manque par une information virtuelle. Exemple. Donc, exemple, vous avez vu les projets présentés par les M2 dans les portes ouvertes. Ils ont présenté des sites virtuels historiques, à l'état actuel, à l'état de maintenant. Maintenant, on a quoi? On a les ruines. Ce qu'on n'a pas, c'est l'état, de sites initialement quand ils ont été construits. Ça, c'est une information réelle qu'on n'a pas. D'accord? Qu'on ne peut pas avoir en réel. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est de rendre, donc, par une application de réalité augmentée, de rendre l'information qu'on n'a pas, on va la substituer par du virtuel. Et donc, exemple, c'est de voir l'état du site donc, virtuellement à l'instant ou au temps où il a été conçu. D'accord? Donc, l'information du temps où il a été conçu maintenant, on ne l'a pas parce que des milliers d'années sont passées et là, on est à l'état ruine. Par contre, on peut le restituer virtuellement, avec des objets virtuels. Donc, c'est ça. On peut, donc, ce genre d'application, on substitue le réel par du virtuel. D'accord? Après, on peut citer aussi l'exemple les musées d'histoire naturelle que nous, on n'a pas en Algérie. Donc, c'est c'est des musées spécifiques, histoire naturelle. Et là, on peut avoir, par exemple, le squelette des dinosaures. Les squelettes, on les a retrouvés, les ossements, on les a retrouvés. On a pu reconstituer donc réellement les ossements. Par contre, un dinosaure,
réel, il n'y est pas maintenant. D'accord? C'est une espèce qui a disparu, qui n'existe pas actuellement. Ce qu'on peut faire en réalité augmentée, c'est de reconstituer le dinosaure virtuel. Donc, il suffit en fait de visiter par exemple ce genre de musée, on a le squelette du dinosaure qui est maintenant monté, avec une indication qui a été augmentée, il suffit d'une reconstitution, d'accord, du dinosaure réel, on va dire réel à l'état où il était vivant, d'accord, mais maintenant on ne peut l'avoir qu'au virtuel. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette fonctionnalité? Vous avez compris ce que c'est substituer le réel par le virtuel? D'accord. Ben, merci. Donc là, voilà, on a vu donc, les 5 niveaux de fonctionnalité de taxonomie donc, fonctionnelle. On a vu le fonctionnalité 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation, c'est même pas dans le même cadre. L'information virtuelle et le réel, elle est sur le même fenêtre, mais pas sur le même cadre. Au niveau 1, elle est dans le même cadre. Au niveau 2, elle commence à être incrustée, elle est rajoutée sur l'image réelle ou sur la vidéo réelle. Maintenant, au niveau 3, il y a donc l'aspect occultation, donc tout ce qui est l'aspect vision qui est pris en compte. Dans la fonctionnalité 4, c'est l'aspect physique qui est pris en compte. Et donc, la fonctionnalité 5, c'est carrément remplacer une particularité réelle qu'on n'a pas par quelque chose de virtuel. D'accord? Ça, c'est les différents niveaux fonctionnels en réalité augmentée. Maintenant, une fonctionnalité technique, qu'est-ce qu'on avait dit dans une fonctionnalité technique? C'est la relation entre le réel et le virtuel, point de vue technologique. Donc, c'est la relation avec la technologie qui est utilisée. Alors, vous savez ce que c'est qu'une réalité mixte? D'accord? Donc, une réalité mixte va comprendre, donc c'est en fait, c'est, on va dire, l'intermédiaire entre un environnement réel et un environnement virtuel. Donc, ça part de la réalité augmentée à la virtualité augmentée. C'est ça une réalité mixte. Et dans une réalité mixte, on a non seulement la réalité augmentée, mais on a aussi une interaction avec cette réalité augmentée, telle qu'on a vu sur l'exemple du storytelling. Alors, dans une taxonomie technique, d'accord, on avait dit aussi qu'on a, donc en fait, on a plusieurs paramètres. Une des paramètres, c'est le degré de connaissance du monde. Donc, on a un monde non modélisé qui est réel, on a notre monde modélisé qui est complètement modélisé, d'accord, il était complètement virtuel. Et donc, un monde partiellement, donc là, le degré, d'accord, en passant de l'un à l'autre, c'est le degré de connaissance du monde réel. À quel point je maîtrise le monde réel. Ensuite, on a le degré de fidélité de la représentation. Donc, on a sur une vidéo HD, d'accord, de haute définition, ça veut dire qu'on a utilisé des ombrages, des textures, du lancer de rayons, d'accord, pour arriver à cette haute définition. Donc, en passant de une vidéo monoscopique à une haute définition, donc ces degrés-là, d'accord, c'est des degrés, des degrés, d'accord, des étapes, on va dire, ou des niveaux de réalisme, d'accord, du rendu qu'on va avoir dans notre application. Après, il y a aussi le degré d'immersion de l'utilisateur. Donc, si on est sur une HD, bien sûr qu'on va être
plus, ce sera plus immersif que sur une vidéo monoscopique. Alors, vous avez dit qu'il y a plusieurs fonctionnalités. La plus importante pour nous, ça va être la fonctionnalité taxonomie fonctionnelle, d'accord? Mais après, on peut faire aussi classer notre application en fonction de la technologie utilisée, en fonction du degré d'immersion, d'accord? Il y a plusieurs paramètres qu'on a déjà vus. Il y a une autre taxonomie, c'est la relation entre l'objet et l'action, d'accord? On va dire que si l'action est réelle, le monde est réel, réalité virtuelle. Si l'action est virtuelle, c'est un monde virtuel pur. Alors, une autre taxonomie, c'est la taxonomie de Mackay. Donc, par rapport au type d'augmentation, est-ce qu'on est la technologie utilisée? Est-ce qu'on utilise un casque VR, des gants ou non? C'est une classification selon la stratégie adoptée. Donc, augmenter l'utilisateur, augmenter l'objet, augmenter l'environnement. J'essaye un petit peu de vous citer toutes les taxonomies qui existent pour que vous ayez une idée, d'accord, globale par rapport à tout ce qui existe. Il y a la taxonomie de Dubois aussi, où il y a l'interaction, donc par rapport à l'interaction. Il prend en paramètre l'interaction, l'exécution et l'évaluation. Donc, d'un monde réel à un monde virtuel, en passant par une réalité augmentée, qu'est-ce qu'il va utiliser? D'accord? Si c'est de l'interaction, donc on a keyboard, graphique, d'accord? Donc, c'est les caractéristiques de l'interaction, en fonction des caractéristiques de l'interaction et en fonction aussi du type d'augmentation. Alors, quel que soit le niveau de l'application de réalité augmentée que vous êtes en train de réaliser, d'accord, tous les systèmes sont sur 4 couches. On a une couche utilisateur, la couche application, les techniques d'interface et d'interaction, présentation, authoring, suivi et recalage, technologie d'affichage et le rendu. Alors, il y a un mot, d'accord, alors tout ça on connaît, tout ça on a vu, on sait ce qu'est un rendu, on sait ce que c'est qu'une technologie. Alors, c'est quoi le suivi et le recalage? D'après vous, c'est quoi le suivi et le recalage? Alors, le suivi, d'accord, et le recalage, donc on a le suivi, c'est le mode tracking. Ça, c'est le recalage. Le tracking, c'est le tracking. On a besoin, par rapport au recalage, d'incruster. Dans les niveaux, on avait, en fait, il y a un mot qui revenait à chaque fois, c'est incruster l'objet virtuel dans la scène réelle. Comment on l'incruste? D'accord? Comment on va le rajouter? De quelle façon on va choisir de le mettre ici ou là-bas? Donc, c'est ça le recalage. Donc, il y a plusieurs techniques, d'accord, pour, par exemple, détecter le sol. Par exemple, si c'est une application de réalité augmentée, on va pouvoir visualiser des objets sur une surface, d'accord? Donc, l'application va commencer par détecter les surfaces. Donc, c'est soit une table, soit le sol. D'accord? On va détecter une surface plane pour pouvoir recaler donc l'objet sur la surface plane. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle du recalage. Après, comment détecter les surfaces? Donc, il y a plusieurs techniques de synthèse d'image.
plutôt voilà, c'est des techniques de vision où on traite, d'accord, on traite la vidéo, on cherche les coins, on cherche les objets, on détecte les objets de la scène et chercher, d'accord, où est-ce qu'on trouve un objet plan, d'accord, qui est plat, une surface plane, et l'objet virtuel va être augmenté et donc recalé sur cette scène, sur cette surface, d'accord, qui est plane. D'accord. Donc, c'est ça, le suivi. Ce qu'on appelle, on l'appelle généralement le suivi pour le recalage. Donc, on fait du suivi pour pouvoir recaler après. Alors, si on fait aussi le suivi, c'est pour pouvoir interagir aussi. D'accord. Ça rentre aussi dans l'interaction. Tout à l'heure, quand dans l'exemple de storytelling, c'était le doigt de la personne, d'accord, qui faisait évoluer l'histoire. Alors, ce doigt-là, il doit être suivi. Suivre le doigt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois connaître à tout instant sa position. D'accord? Donc, à tout instant, je dois savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait ce doigt-là pour pouvoir répondre. Donc, l'application va répondre donc, en fonction des possibilités qui sont implémentées. Alors, ces suivis-là, on les utilise avec des capteurs, les sites des capteurs. Alors, il y a des capteurs qui sont inside. Et donc, on va capter l'objet lui-même, c'est-à-dire que là, on va mettre un capteur sur le doigt. Après, on peut instrumenter la scène, c'est-à-dire je vais instrumenter l'environnement, mais pas l'objet. Tout à l'heure, qu'on avait vu le doigt n'était pas instrumenté. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le doigt, c'est l'environnement du doigt qui est instrumenté. C'est l'environnement de l'objet suivi qui est instrumenté. Donc, comment on peut instrumenter un environnement? Il y a les caméras 2D. On peut utiliser des caméras couleurs, après utiliser des techniques de vision par ordinateur pour sélectionner le doigt. Comme on peut utiliser des capteurs, des caméras infrarouges, et donc du type par exemple Kinect. Et là, en utilisant la Kinect, on va dire version la V2 ou la V3 pour pouvoir suivre le doigt. Non, parce qu'avec la V1, on ne peut pas suivre le doigt. Après, il y a d'autres types de capteurs, de caméras infrarouges. Intel, les caméras. Il y a plusieurs caméras rouges. Il n'y a pas que la Kinect. La Kinect a pu utiliser dans le gaming. Mais après, il y a d'autres caméras infrarouges, on va dire pour une autre utilisation. Donc voilà, donc comme ça, on a instrumenté l'environnement. Après, les caméras, il y a aussi des caméras optiques qui sont plus, on va dire plus précises, donc qui sont utilisées pour la recherche, ou utilisées pour, par exemple, des applications chirurgicales guidées par ordinateur. Donc, ce sont des caméras optiques qui sont on a une précision qui est beaucoup plus grande que l'utilisation d'une caméra Kinect, par exemple. D'accord? On aurait pu utiliser le lip motion. On a parlé aussi du lip motion pour suivre le doigt et la main. D'accord? On peut suivre le doigt avec le lip motion. Donc, on a plusieurs types de capteurs. On peut instrumenter l'environnement et ne pas instrumenter l'objet lui-même. Comme on peut aussi utiliser des capteurs sur l'objet lui-même. On va instrumenter l'objet par des capteurs à ultrasons. Enfin, c'est des capteurs, ce qu'on appelle des capteurs de position. Ils sont soit de type magnétique, soit à ultrasons. Donc, il y a différents types de capteurs pour capter l'objet lui-même. D'accord? Donc, ça, c'est une parenthèse par rapport au suivi. Donc, on avait parlé du suivi, donc le tracking. On avait dit qu'on utilise pour le tracking des capteurs. Soit on capte l'environnement, soit on capte l'utilisateur. C'est-à-dire soit on instrumente l'environnement, soit on instrumente l'utilisateur, enfin, l'objet lui-même. Le recalage, on va dire, c'est ce qui nous permet d'incruster l'objet virtuel dans la scène virtuelle. L'affichage, c'est technologie d'affichage. Donc, est-ce que je vais afficher sur un casque? Est-ce que je vais afficher? Donc, ça va être, est-ce que c'est semi-transparent? Est-ce que ça va être
fenêtre sur le monde, est-ce que, d'accord, c'est la technologie d'affichage et le rendu. Donc, par rapport aux fonctionnalités qu'on a vues, est-ce qu'il s'est un rendu dans les différentes fonctionnalités. Après, voilà, donc dans le niveau intermédiaire, bon, on a les méthodes d'interaction, on avait dit, on peut utiliser une interaction par des menus, d'accord, graphiques. Il y a le scénario aussi, il ne faut pas oublier le scénario, comment on va associer le monde réel au virtuel, donc ça c'est le authoring. D'accord. Et puis des applications qu'on peut utiliser en réalité augmentée. Donc on a VTK, Ogri, on a des bibliothèques. Donc on peut utiliser les moteurs de jeu. D'accord. En utilisant un moteur de jeu, on peut faire de la réalité augmentée. On peut utiliser ArtoKit, qui est c'est une boîte à outils pour la réalité augmentée. D'accord. C'est AR Toolkit. D'accord. Donc il y a des environnements logiciels dédiés, d'accord, à l'utilisation de la réalité augmentée. Maintenant, le niveau utilisateur, c'est ce qu'on appelle en fait, une description cognitive de l'utilisateur. C'est dans tous les cahiers de charge, quelle que soit l'application, on va voir cette application, elle est dédiée pour quel type d'utilisateur. D'accord. C'est comme par exemple dans le jeu ou dans le document de conception, vous avez spécifié quelle est la plage d'âge pour lequel est destiné le jeu. Est-ce que c'est des personnes âgées, des personnes jeunes, moins jeunes, le profil, est-ce que c'est des joueurs expérimentés, des débutants, d'accord. Donc ce type de on va dire d'aspect qui est abordé dans utilisateur. Dans le rendu visuel, alors le rendu visuel, il faut respecter, d'accord, 4 règles. On va afficher sur casque, on va afficher sur semi-transparent, on va afficher sur écran, quel type d'affichage on a. Il y a une contrainte, toutes les applications montées de réalité virtuelle sont indispensables. Sinon, on a ce qu'on appelle un malaise, en fait, ou l'effet mal de mer qui est en fait, aperçu par les heures, donc c'est une à l'étudiant et du coup utiliser puisque ça va générer un inconfort pour l'utilisateur. Donc le contrainte en réel est importante. Le recalage, mais là c'est l'alignement, on va dire c'est incruster des objets, donc aligner réel virtuel. La cohérence, donc quand on va faire du recalage, il faut avoir une cohérence spatio-temporelle. Ça veut dire qu'une action qui est faite, d'accord, dans le temps, on doit lui suivre l'action qui est faite dans le rendu visuel. D'accord. La cohérence photométrique, donc c'est la cohérence par rapport au rendu visuel. D'accord. Donc là, on a vu un petit peu les couches qui sont impliquées dans une application de réalité augmentée. Donc on a vu la couche utilisateur, on a vu que c'était le profil cognitif. On a vu qu'on doit faire attention au rendu qui est cohérent, donc dans le temps, en temps réel, spatio-temporel et photométrique. Et on avait vu aussi qu'on doit suivre les objets, d'accord, pour pouvoir avoir justement cette cohérence. Il faut suivre les objets correctement et les recaler donc de façon correcte. On a vu comment on peut suivre et c'est quoi un recalage. Maintenant, quelle est la technologie d'affichage qu'on va utiliser? D'accord. Et ce qu'on appelle les see-through display. Dans les see-through, il y a les hello. D'accord. See-through, c'est voir à travers. On a déjà vu les technologies utilisées dans voir à travers. Donc, le voir à travers, il est monté sur la tête. Ce qu'on appelle head. D'accord. Il est monté sur la tête. Comment on va utiliser ce see-through qui est monté sur la tête? D'accord. Donc, on a un miroir semi-transparent. On a un moniteur. Donc, on a vu dans les systèmes semi-transparents que l'information virtuelle, elle est projetée à l'intérieur ou projetée sur la vitre. D'accord. On a le tracking, donc le suivi de la tête, parce qu'on doit suivre le point de vue de l'utilisateur.
D'accord? Le tracking va nous donner la position et l'orientation de la tête, en plus des objets virtuels qui sont ici des images graphiques. Donc, c'est des objets virtuels. Donc, on a un générateur de scène qui va combiner ces deux et donner l'information sur l'unité de projection pour l'avoir sur le dispositif semi-transparent. Donc, la technologie semi-transparente, on a déjà vu. Maintenant, du head-on. Et donc, voilà, comment avoir du ci à travers monter sur la tête. D'accord? Maintenant, on peut aussi avoir du head-on, monter sur la tête, mais là, c'est pas du see-through, mais c'est du vidéo see-through. Vidéo see-through, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je capte la scène par une caméra, par une vidéo, et non pas par un dispositif de voir à travers. D'accord? Donc, je ne vois pas la scène réelle à travers directement, mais elle est captée par une caméra. On a toujours le module d'accord, qui nous capte la tête. Donc, la tête qui va donner le point de vue. D'accord? Donc, orientation et position de la tête. Donc, on va prendre la vidéo, capter de la scène réelle, c'est la vidéo. Donc, le mélangeur vidéographique va mélanger l'information virtuelle et graphique. D'accord? Donc, la vidéo et le graphique qui est virtuel. Donner au générateur de scène qui lui-même va donc l'envoyer sur la vidéo. D'accord? Projeter sur la vidéo. Et donc, on aura plus la vidéo réelle en plus de l'information virtuelle. D'accord? Vous remarquez, on a besoin toujours du tracking. D'accord? Alors, celle-là, c'est du handled display. D'accord? Handled, ça veut dire que porté sur la main, porté par la main. C'est pas sur la tête, regardez, c'est pas sur la tête, mais là, c'est un dispositif qui est, on le prend sur la main, donc ça peut être soit un téléphone, soit une tablette, d'accord, ou un PC. Donc, on a sur la tête, on a sur la main et pas sur la tête. Donc, on a toujours une vidéo, donc c'est toujours du vidéo, donc on a une caméra qui capte la scène vidéo. Par contre, maintenant, on ne va pas traquer la tête, mais on va traquer la main. Et donc, parce que pourquoi? Le point de vue, il est donné par la main à ce moment-là. Donc, on va traquer la main et donc traquer la tablette elle-même ou le téléphone lui-même. Donc, généralement, il y a des gyroscopes sur tous les téléphones, donc on a l'information de l'orientation. D'accord? Donc, on peut utiliser, voilà, pour extraire la position et l'orientation, on a toujours le générateur de scène qui va générer la scène avec la vidéo et l'objet en 3D. D'accord? Donc voilà, ça c'est des types d'affichage. Après, on peut aussi avoir du projective display. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va projeter l'information virtuelle, d'accord, sur un objet réel. Donc on va donner vie, d'accord, à nos objets virtuels. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? D'accord? Donc, projective display, on va projeter, d'accord, sur des objets réels. Donc, par exemple, là, on a des bâtiments. On va projeter une information sur le bâtiment. Est-ce que je vous ai déjà mis la vidéo de la projection qui a été faite à l'occasion du 1er novembre? Je vous l'ai déjà montré, j'ai l'impression, non? Oui, non? Vous vous rappelez, je vous ai déjà montré ça. Oui, voilà. Effectivement, c'est en fait, des applications pour des événements. Après, là, c'est un événement qui est... pourquoi, en fait, j'aime le montrer? Parce que c'est un événement qui s'est passé ici, chez nous. D'accord?
Après, si on peut voir à travers le monde, il y a le Festival des Lumières à Nice. Il y a, en fait, il y a plusieurs il y a des festivals où on a ce genre de projection. Mais est-ce que je vous ai montré celle-là qui s'est passée ici? Je ne me rappelle pas. Je vous l'ai déjà montré, oui ou non? D'accord. Donc regardez, en fait, c'est assez bien fait. C'était en 2014, hein. Ça date déjà d'un bon bout de temps. Quelqu'un a assisté à l'événement? Et ça raconte une histoire en même temps. Enfin, ça raconte l'histoire d'Algérie. On a vraiment l'impression que les avions sortent des arcades.
Je pense, oui. Il y a la boîte de production. Mais après, quand on cherche sur la boîte, en fait, on trouve que ces produits-là. On ne trouve pas d'autres produits. C'est une boîte de communication hein, qui a fait le travail.
Donc voilà la boîte de com. C'est ça la boîte de communication qui a créé l'EVE, enfin, qui a réalisé la projection. Voilà, donc ça c'était pour affichage projeté. Donc vous voyez que c'est assez bien fait, assez bien réalisé. Ça a raconté une histoire. Et on voyait très bien l'augmentation. Donc on voyait vraiment les avions qui sortaient des arcades comme si c'était vraiment un objet réel. Donc voilà, donc ça aussi c'est de la réalité augmentée. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions sur la réalité augmentée? Donc il nous reste un seul cours, c'est ça? Alors, ce que vous propose de faire, en fait, que pour le dernier cours, c'est de faire une séance de questions-réponses. D'accord? Donc, vous avez une semaine. Revoyez un petit peu tout ce qu'on a fait et notez vos questions. Donc, je répondrai à vos questions donc, la semaine prochaine, qui sera la dernière séance. D'accord? Le projet, on avait dit à la fin des examens, avant les délibres. Donc, en fait, le problème, c'est que on ne sait pas si on n'a pas encore la date des délibres. Et donc, si les délibres se font 2-3 jours après l'examen, c'est qu'on n'aura pas le temps. Moi, je peux vous laisser le temps jusqu'à la veille des délibres. D'accord? Donc, dès que les délibres seront fixés, dès que j'ai l'information sur la date des délibérations, je vous dirai. Mais les délibres, c'est pas forcément loin, hein. D'accord? On ne sait pas. Dès qu'on a le calendrier, d'accord, il me faut que je puisse faire les notes, la saisie, faire le moyenne pour les délibres, pour pouvoir délibérer. D'accord? Préparez vos questions pour la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.